Bonsoir, Bonsoir. bienvenue dans notre premier live. Je vous demanderai d'être assez indulgent parce qu'on n'a pas encore tout à fait l'habitude. Je vais commencer par me présenter. Je suis Déborah Apfelboom, je suis chirurgien gynécologue. Je travaille depuis 8 ans à la clinique des Franciscaines à Versailles et je débute en ce tout début d'année 2021 à la clinique Hartmann à Neuilly. Je me suis intéressée très tôt dans mon cursus à l'endométriose parce que c'est une maladie qui est extrêmement fréquente. J'ai fait toutes mes études à Paris, ce qui m'a permis d'aller dans de nombreux services qui étaient spécialisés en endométriose et de m'apercevoir à quel point cette maladie était polymorphe et à quel point la prise en charge de cette maladie, en tout cas la prise en charge médicale, était aussi très très variée et que malheureusement on n'arrivait pas encore à résoudre tous les problèmes, donc c'était vraiment un sujet passionnant. Je travaille avec le docteur Rad depuis maintenant 3 ans, qui lui s'occupe de fertilité. Et c'est aussi une évidence de travailler ensemble, puisque un certain nombre des patientes atteintes d'endométriose vont avoir des problèmes de fertilité, et à l'opposé, un certain nombre de patientes qui vont venir me consulter pour des problèmes de fertilité vont avoir le diagnostic d'une endométriose qui pourra nécessiter une prise en charge. Voilà. Donc, je pense que Déborah a très bien introduit le sujet. Alors moi je suis le docteur Rad, gynécologue obstétricien également, plutôt spécialisé dans la médecine de la reproduction, donc la prise en charge et le diagnostic des couples infertiles. J'ai fait ma formation à Paris, puis ensuite j'ai été chef de clinique à Paris également, et je suis gynécologue installé à Paris 17e. J'ai une activité de PMA à la clinique Pierre Chéreste, située à Neuilly, et je suis également attaché à l'hôpital Antoine Béclair de Clamart. Vous pouvez prendre le micro peut-être? Ouais, tu penses? Ouais. Alors, vous m'entendez mieux? Bon, je vais le tenir comme ça, hein, je pense que je ne peux pas l'accrocher là, c'est un peu loin. Du coup, on travaille avec Déborah depuis 3 ans ensemble, comme elle l'a très bien introduit, c'est-à-dire qu'une prise en charge d'une endométriose, c'est pluridisciplinaire, et il y a le côté médical, puis éventuellement le côté chirurgical, et notamment pour l'infertilité. Parfois, on travaille main dans la main avec les chirurgiens, d'où l'intérêt d'une collaboration depuis quelques années, et qui j'espère, qui a déjà porté ses fruits, qui portera encore ses fruits, j'espère. Voilà. Alors aussi juste un petit point, si vous voulez nous poser des questions, il faut bien penser à cliquer sur l'icône avec le point d'interrogation et non pas sur les commentaires. Alors, donc la première question, est-ce qu'on a toujours des problèmes de fertilité quand on a de l'endométriose? Est-ce que c'est systématique ou pas? Alors, c'est pas systématique, en fait, c'est question assez, la réponse peut être assez vaste. Ça va dépendre il y a plein de paramètres en fait à prendre en compte. C'est-à-dire que l'endométriose c'est une pathologie très hétérogène dans ses symptômes, dans ses localisations et dans ses manifestations cliniques, radiologiques et du coup sur le versant fertilité. C'est-à-dire qu'il y a il y a plusieurs stades possibles pour les endométrioses et selon l'atteinte, il peut y avoir des endométrioses très superficielles qui vont être diagnostiquées uniquement lors d'une échographie ou un bilan d'imagerie parce qu'il y a une infertilité, au final, sans spécialement de symptômes. Donc, selon le stade de l'endométriose, il y aura plus ou moins de conséquences sur la fertilité, en fonction, comme je disais, si une endométriose superficielle, ou bien une endométriose avec des kystes, par exemple une atteinte au niveau des ovaires, au niveau des trompes, qui, dans ce cas-là, pourrait avoir un impact. Alors, deuxième question, est-ce qu'on peut avoir des... comment est-ce qu'on peut... pardon, pourquoi y a-t-il des problèmes de fertilité dans l'endométriose? Tu veux que je réponde? Moi, je vais le faire de façon assez synthétique. Il y a malheureusement de très nombreuses raisons pour lesquelles on peut avoir des problèmes d'endométriose. Jade vient de parler des stades d'endométriose et il faut savoir que ces stades, en fait, sont des stades liés à une classification qu'on établit lors d'une célioscopie. Bien évidemment, les femmes, elles n'ont pas toujours une chirurgie et les problèmes de fertilité, Jade, tu me corrigeras, ne sont pas quand même toujours corrélés uniquement au stade d'endométriose. La fertilité, elle peut être impactée pour des raisons mécaniques. Par exemple, s'il y a une atteinte des trompes, tout simplement, il ne peut pas y avoir de fécondation. Jade l'a évoqué également, il peut y avoir des localisations d'endométriose dans les ovaires, qu'on appelle des kystes endométriosiques ou endométriomes, qui eux peuvent avoir un impact direct sur la folliculogénèse.
On a aussi décrit des mécanismes d'inflammation du péritoire, avec des mécanismes compliqués qu'on appelle néoangiogénèse et plein d'autres choses. Bref, plein de mécanismes assez compliqués de l'inflammation qui impacteraient directement tous les mécanismes de la folliculogénèse et de la fécondation. Et de l'ovulation. Et de l'ovulation. Et puis il y a enfin un dernier mécanisme, pour essayer de faire un peu schématique, où on peut s'apercevoir que certaines femmes ont comme un vieillissement prématuré des ovaires. C'est à peu près les grands axes. Après, on peut rajouter également, il y a une pathologie qui est souvent associée à l'endométriose, c'est l'adénomiose, donc une endométriose interne, c'est-à-dire localisée à l'utérus. Et souvent, chez des patientes qui ont des adénomioses un petit peu sévères, diffuses, on peut retrouver des problèmes de fertilité qui se manifestent surtout par des échecs, c'est-à-dire que l'embryon a du mal à s'accrocher. Donc c'est plus une pathologie plutôt qui relève de l'endomètre, mais indirectement du coup sur le versant fertilité. Et qui est un peu plus difficile, on verra peut-être ça plus tard, mais un peu plus difficile à prendre en charge, je trouve. Alors la première question, à quel stade d'une endométriose doit-on envisager une opération ? Alors, ça reste toujours très difficile de répondre à des questions sans avoir des dossiers, mais on va dire qu'il y a quand même 2 grands axes de prise en charge sur lesquels nous sommes à peu près tous d'accord. On vous a parlé des stades de chirurgie. Pour les stades dits légers, qui sont de stade 1 ou de stade 2, on a clairement démontré qu'il y avait un bénéfice à faire une chirurgie, puisque c'est généralement des chirurgies qui sont aussi peu délétères et qui permettent d'essayer très rapidement de faire un enfant. Par contre, pour les atteintes plus sévères, qui sont classées plutôt de stade 3 et de stade 4, on a plutôt tendance à aller vers la prise en charge en PMA et même directement vers la fécondation in vitro. Et si après 2, maximum 3 cycles, il n'y a pas de résultat, dans ces cas-là, on envisage de faire une chirurgie. C'est dans ces cas-là des chirurgies qui sont souvent assez lourdes, dans lesquelles il y a souvent un temps de récupération après la chirurgie qui est assez long. Et c'est tout l'intérêt de la prise en charge dans des centres avec les réunions qu'on appelle de RCP, qui sont de concertation pluridisciplinaire, pour vraiment pouvoir faire une prise en charge au cas par cas. Et s'il devait y avoir 2 grandes cases, c'est vraiment les stades 1 et les stades 2. On fait une chirurgie, et les stades 3 et les stades 4, on essaye d'abord la PMA. Alors justement, par rapport à cela, peut-on tomber enceinte avec une insémination en étant au stade 2 ? Alors ça, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que c'est un sujet assez débattu sur les endométrioses de stade 1 et 2. Alors, c'est pas l'attitude, la conduite à tenir n'est pas franchement consensuelle. Tous les praticiens ne sont pas d'accord. Personnellement, je pense que on peut, lorsqu'on passe par on est dans un cadre d'infertilité avec une endométriose de stade 2, s'il y a des trompes perméables et éventuellement passer par une célioscopie diagnostique et thérapeutique, éventuellement lever des adhérences ou faire une adhésiolyse, c'est-à-dire faire un bilan plus précis de cette endométriose, on pourrait, après la célioscopie, faire des inséminations avec des chances réelles de grossesse. Alors, cette prise en charge, elle est vraiment à pondérer, c'est-à-dire que c'est une réponse difficile à donner parce que ça va dépendre, comme tu disais, il faut qu'on ait le dossier, donc ça va dépendre de l'âge de la patiente, de la réserve ovarienne. C'est sûr que avec un âge plus ou moins avancé et une réserve ovarienne un peu limite, je pense que commencer par faire des inséminations, ça me semble pas vraiment adapté et j'aurais plutôt opté pour une fécondation in vitro d'emblée. Voilà. Alors justement, sur ce sujet, est-ce que des kystes d'endométriose diminuent les chances en fécondation in vitro ? Alors, je réponds. Alors là, on peut avoir une double réponse. Ouais, on peut avoir une double réponse, c'est très intéressant. Ouais. Pardon. Moi, je vais vous faire d'abord la réponse du chirurgien. Ça veut dire que le kyste endométriosique peut gêner le médecin de la PMA pour faire les prélèvements des ovocytes dans le cadre de la prise en charge. Donc, lorsqu'ils sont d'un certain volume, ou alors si les ovaires sont fixés et donc non accessibles, il va y avoir une place pour la chirurgie. Et lorsque les endométriomes vont être de petite taille, ils ne vont pas forcément gêner la ponction des ovocytes, et dans ces cas-là, il n'y a pas besoin de faire de gestes de chirurgie. C'est exactement ça. Après,
il y a quand même des données qui montrent que la présence de l'endométriome en soi, de par ce que tu disais tout à l'heure, des phénomènes inflammatoires, des phénomènes de stress oxydatif, va avoir un effet en fait négatif sur le parenchyme ovarien, c'est-à-dire l'ovaire sain autour du kyste, et peut en soi diminuer la qualité ovocytaire. Maintenant, il y a des études quand même qui démontrent ça, que la qualité des ovocytes va diminuer dû à l'endométriome, donc qui va se manifester probablement peut-être par des taux de fécondation un peu plus faibles en PMA, et donc des nombres d'embryons un peu plus faibles. Après, tu as très bien expliqué, c'est-à-dire que en fonction de la taille de l'endométriome, on va être plus ou moins actif sur le plan chirurgical, c'est-à-dire qu'en général, un endométriome autour de 4-5 cm peut être toléré parce que, alors là on va partir sur autre chose, mais il y a la chirurgie en soi de kystectomie, c'est-à-dire qu'on va enlever le kyste, et il y a des chirurgies entre guillemets un peu plus légères, qui vont être moins invasives, moins délétères sur l'ovaire, et qui vont permettre éventuellement de libérer un peu l'ovaire, c'est-à-dire lui donner un peu de place, par exemple des drainages, par exemple des alcoolisations, peut-être qu'on en parlera un peu plus tard. En fait, là, ce que Jade n'a pas exprimé, c'est qu'on est dans une ambivalence entre le kyste endométriosique peut gêner et peut avoir un impact néfaste sur l'ovaire, mais la chirurgie du kyste peut également et engendre toujours des dégâts aussi sur l'ovaire. Donc c'est vraiment une balance d'optimisation pour récupérer le maximum de follicules. Alors, une nouvelle question, est-ce que l'endométriose a un impact sur la réserve ovarienne ? Alors, l'endométriose directement, je ne pense pas que c'est un impact, même si ça a été quand même... Alors après, c'est des données qui sont pas qui n'ont pas énormément d'impact, qui ne sont pas très puissantes sur le plan statistique, mais en tout cas, l'endométriose en soi, la pathologie, n'a pas d'impact direct sur la réserve ovarienne. Mais on retrouve quand même souvent, c'est-à-dire que quand on screen les réserves par des dosages hormonaux ou par les échographies de compte de follicules, souvent on a quand même l'impression qu'il y a une tendance à avoir une réserve un peu plus basse. Après, par quel mécanisme, je ne sais pas. Peut-être que, comme on disait tout à l'heure, il y a probablement un impact sur la folliculogénèse. Après, indirectement, ça peut avoir un fort impact. Ce que tu disais, c'est que quand il y a des kystes d'endométriose, donc endométriose type ovarienne, kyste d'endométriose qu'on a opéré, donc là, indirectement, on a toujours des baisses de réserve ovarienne suite à ces chirurgies-là. C'est une manière, si vous voulez, indirecte pour expliquer une baisse de réserve ovarienne liée à l'endométriose. Comment savoir si on a de l'endométriose? Quels sont les examens à faire? Alors ça, c'est une question un petit peu complexe parce que chez les femmes qui ont des atteintes très sévères, c'est très simple. On sait qu'une femme qui a des règles douloureuses, des règles abondantes, des douleurs pendant les rapports, des douleurs quand elle va à la selle, le diagnostic est souvent facile et fait rapidement par l'histoire de la patiente, par l'examen clinique qui est fait par le gynécologue et par des examens d'imagerie, que ce soit une échographie ou une IRM. Là où c'est plus délicat, c'est dans les endométrioses qu'on a malheureusement tendance à classer en disant que c'est des petites endométrioses, les fameuses endométrioses de stade 1 et de stade 2, ce qui ne veut pas dire que les femmes ne sont pas très très douloureuses, et où on va avoir du mal à identifier à l'imagerie les lésions d'endométriose, et où quand le médecin va examiner la patiente, il ne va pas forcément non plus sentir d'endométriose. Donc chez ces patientes, le diagnostic d'endométriose, c'est vraiment une triade entre l'histoire qui est racontée par la femme, l'examen clinique qui est fait par le gynécologue et des examens d'imagerie qui vont être soit une échographie réalisée par des échographistes entraînés et habitués à l'endométriose pour avoir des signes un peu indirects, soit l'IRM qui est souvent plus choisie parce qu'elle permet d'avoir des relectures dans les fameuses réunions que j'ai évoquées tout à l'heure qui sont les fameuses RCP. Est-ce que l'insuffisance ovarienne et l'endométriose sont liées ou pas? Alors ça rejoint un petit peu la question de tout à l'heure. Je suis pas sûr. Alors là, il y a un peu un débat entre nous deux, mais c'est lui le spécialiste de la procréation. Mais néanmoins, on s'aperçoit qu'un certain nombre de femmes très jeunes ont quand même des réserves ovariennes qui sont abaissées sans qu'il y ait d'autres explications que l'endométriose. Et c'est ces femmes-là à qui tu vas proposer de la préservation ovocytaire. Oui, sûrement.
sûrement. Mais je suis pas. Après, insuffisance ovarienne, c'est pas diminution de réserve ovarienne, c'est vraiment différent. Faut faire attention à la sémantique. Insuffisance ovarienne, c'est vraiment c'est une ménopause précoce, quoi. D'accord. On n'est pas on n'est pas du tout dans ce cadre-là. Ouais. Alors justement, qu'est-ce que c'est que la préservation ovocitaire? Alors ça, je pense qu'on va laisser Jade répondre parce que c'est vraiment son créneau. Alors en fait, la préservation ovocitaire, c'est-à-dire une définition globale, mis à part sans prendre vraiment l'indication de l'endométriose, c'est en gros, ce sont des techniques de PMA qui ont pour objectif de préserver des ovocytes ou des embryons, donc des gamètes, parce qu'il va y avoir un risque de baisse de fertilité. Alors, pourquoi il y aurait une baisse de fertilité ou une baisse de réserve ovarienne? Ça va être lié soit à des traitements chirurgicaux, soit à des traitements, par exemple des chimiothérapies dans le cadre de cancer. Et on sait qu'il y a des chimiothérapies qui sont très gonadotoxiques. Et si on veut rebondir sur l'endométriose, éventuellement avant une chirurgie d'endométriose, une patiente qui a des kystes d'endométriose peut faire une préservation de fertilité. Mais là, je pense que ce n'était pas la question, ce pas les indications, c'était juste la définition. Exactement. Alors, justement, une autre question. Comment, justement, par rapport à cette préservation ovocitaire, peut-on la faire en France ou pas, actuellement? Et sous quelles conditions? Est-ce que l'endométriose est une des conditions possibles pour le faire? Oui. Alors, en France, il faut une indication médicale, de toute façon, pour préserver sa fertilité, pour faire une préservation de fertilité. Alors, ça peut être une autoconservation ovocitaire, par exemple. Donc, en gros, le gold standard, c'est-à-dire que la technique de référence pour la préservation, ça va être exactement ce qu'on fait lorsqu'on fait une fécondation in vitro, c'est-à-dire une stimulation ovarienne qui aura pour objectif d'amener à maturation l'ensemble de la cohorte folliculaire, puis d'aller préserver des ovocytes pour faire une fonction d'ovocytes, puis les conserver et éventuellement plus tard, si bien sûr l'indication se pose, s'il y a un problème de fertilité, éventuellement pouvoir les réutiliser, donc les décongeler, et puis ensuite les féconder avec des spermatozoïdes. Donc oui, aujourd'hui en France, on peut faire une préservation de fertilité dans le cadre de l'endométriose. Alors après, l'endométriose c'est une pathologie très vaste, c'est-à-dire que sur une endométriose de stade 1 par exemple, avec très peu d'atteintes, très peu de symptômes et une bonne réserve ovarienne, c'est-à-dire que quand on fait une préservation de fertilité, il faut s'adapter à la patiente, à son âge et à sa réserve. Une patiente qui a une très bonne réserve ovarienne, qui est jeune et qui a une endométriose vraiment pas sévère, qui est stable plutôt dans le temps, sans symptômes, il n'y a pas d'urgence à faire une autoconservation ovocitaire. Alors l'indication se pose éventuellement, je pense que c'est des dossiers, on en discute entre nous, mais il n'y a pas d'urgence à le faire. Contrairement à une patiente qui aurait des kystes, des endométriomes par exemple, des kystes au niveau des ovaires des deux côtés, qu'il faudrait éventuellement opérer, très jeune, où là on sait qu'il y a un geste chirurgical qui sera indiqué, donc une baisse de réserve ovarienne iatrogène liée à notre chirurgie. Et du coup là ce sont vraiment des indications assez établies, je trouve, de préservation, qui ont fait l'objet de certains consensus internationaux. Alors, sur l'endométriose, à quoi correspondent les différents stades d'endométriose? Alors les différents stades sont des stades donc, qui ont des définitions chirurgicales. Il y en a 4 et ils définissent en fait l'étendue des lésions et la profondeur des lésions. En fait, ces stades sont divisés on a un score qui est établi et on va faire une description détaillée de toutes les lésions qu'on va observer lors de la célioscopie, que ce soit au niveau de l'ovaire, que ce soit au niveau des trompes, que ce soit au niveau de ce qu'on appelle le pelvis, essentiellement la partie qui est derrière l'utérus, mais aussi ce qui est en avant de l'utérus, plus globalement des adhérences. On va quantifier toutes ces lésions et on va aussi analyser la profondeur, c'est-à-dire que les lésions sont sur le péritoine, qui est cette petite membrane qui recouvre la cavité péritonéale, et parfois elles sont tout à fait superficielles, alors que parfois elles vont être très agressives et vraiment rentrer dans les tissus. C'est vraiment l'association de toutes ces lésions qui vont nous donner un score, qui vont nous donner des stades, de stade 1 qu'on dit légère à stade 4 qui sont les endométrioses sévères. Alors, à quel moment doit-on faire une cœlioscopie pour déterminer le niveau d'atteinte? Alors, la célioscopie ne doit pas être faite pour définir si on a de l'endométriose ou pas.
je pense que tu es d'accord avec moi, un acte de chirurgie, même aussi fréquent qu'il soit, et j'en fais tous les jours, doit avoir une raison d'être fait. Soit on fait une chirurgie pour traiter des douleurs qu'on n'aura pas réussi à traiter par des médicaments, soit on fait une chirurgie pour résoudre un problème de fertilité, soit on fait une chirurgie dans certains cas effectivement en accord avec les médecins de la fertilité, parce qu'on n'a pas identifié réellement s'il y avait des problèmes, mais qu'on a quand même de forts doutes et qu'on a vraiment besoin d'aller voir, vraiment besoin d'évaluer la fonctionnalité des trompes et de se dire qu'on va pouvoir avoir un effet bénéfique de la célioscopie. Voilà, donc si on fait une chirurgie, c'est qu'on a une raison, et les grands axes, c'est la douleur, la fertilité et exceptionnellement rarement quand même un diagnostic d'infertilité pour essayer de comprendre pourquoi une femme n'arrive pas à avoir d'enfant alors que tout est bien. C'est vrai que les célioscopies diagnostiques, finalement, ça ne devrait plus se faire. Peu. Bah, je les défends quand même parce que je trouve que malheureusement on découvre... Tu as toujours des symptômes ou tu es toujours un peu orienté par les symptômes ou l'interrogatoire. Quand tu fais une célioscopie, tu te dis... Peut-être on n'en fait pas assez. Effectivement. Peut-être il y a un certain nombre de femmes qui ont des parcours de PMA un peu longs et dont on découvre tardivement qu'elles ont des endométrioses, et on se dit peut-être qu'on n'a peut-être pas assez interrogé, je suis d'accord aussi, et peut-être qu'on n'a pas assez cherché, et que parfois il y a des parcours qui auraient pu être un peu plus courts. Alors justement, je rebondis, dans quel cas est-il recommandé d'opérer avant de faire une FIV? Est-ce qu'il y a des cas particuliers? Alors, le premier cas, c'est s'il y a une barrière technique à la ponction, c'est-à-dire si les médecins de la reproduction vont être gênés, on ne va pas pouvoir faire la ponction. Donc, alors, je vais faire quelques rappels, parce que donc, la FIV, les grands principes, stimulation ovarienne, c'est-à-dire qu'on va induire une croissance des follicules, et ensuite il faut qu'on aille les ponctionner. Donc un follicule, ça va être une sphère, c'est au niveau des ovaires, et on va aller les ponctionner pour aller recueillir les ovocytes qui seront matures, et ensuite féconder. Pour faire cette ponction, c'est simple. En fait, en général, elles sont par voie endovaginale. D'accord ? C'est comme lorsqu'on fait les échographies pelviennes. Et il faut qu'on ait un accès direct à l'ovaire. Comme on l'a dit tout à l'heure, s'il y a un kyste qui est volumineux, s'il y a un gros kyste qui empêche cet accès, alors que ce soit pour faire une ponction dans le cadre d'une PMA classique, c'est-à-dire entre guillemets d'une FIV ou d'une préservation de fertilité, là je pense que la chirurgie a sa place avant la PMA, avant la FIV, pour justement pouvoir nous permettre de faire cette FIV, pour optimiser les résultats de la FIV. Donc là, c'est une indication pour moi éventuellement, alors kystectomie peut-être pas, peut-être un drainage chirurgical qui permettra de libérer l'ovaire pour pouvoir faire la ponction. Autre indication, il faut voir quel impact cette endométriose, alors là c'est Déborah, je pense qu'il va continuer, mais quel impact a cette endométriose sur la qualité de vie. Alors ça, pour nous sur le plan chirurgical, les choses elles sont effectivement assez cadrées maintenant. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que pour les endométrioses de stade 1 et de stade 2, il y a vraiment un réel bénéfice à opérer avant de rentrer dans un process de PMA. Et pour les endométrioses plus sévères, on ne fera une chirurgie avant le processus de PMA que si la patiente est vraiment extrêmement douloureuse, ou dans les cas aussi, malheureusement, où il y a aussi des organes nobles qui sont en danger. Effectivement. Alors, est-ce que l'endométriose ou l'adénomiose augmente le risque de fausse couche? Alors, on pense que oui. En tout cas, sur l'adénomiose, on a quand même plus de fausses couches. Ça a été démontré. Du coup, quand on fait des PMA, des FIV, on adapte un peu les protocoles quand il y a de l'adénomiose. Et l'endométriose aussi, on pense que ça augmente le risque, en tout cas ça diminue les chances d'implantation. Mais souvent quand c'est lié à l'adénomiose, les deux phénomènes sont souvent associés, et on est plus sur une conséquence de l'adénomiose par rapport aux fausses couches. Est-ce que l'endométriose peut altérer la qualité de l'endomètre et du coup, par rebond, la faculté de l'embryon à s'implanter dans l'endomètre? Je pense que oui, c'est exactement... pardon. Si on prend en compte cette adénomiose qui est souvent associée à l'endométriose, on sait qu'on a un environnement endométrial qui est moins propice à l'implantation des embryons, plus inflammatoire, et du coup ça peut avoir un impact. Et puis aussi, il y a un certain nombre d'études en cours sur l'idée que dans l'endométriose, dans une atteinte du péritoine, par l'activation d'un certain nombre de mécanismes d'inflammation,
pourrait quand même avoir aussi un impact direct sur l'endomètre, c'est-à-dire la muqueuse à l'intérieur de l'utérus, indépendamment de l'adénomiose qui est l'endométriose utérine. Est-ce qu'une stimulation en insémination artificielle ou en fil peut justement faire entre guillemets flamber l'endométriose, c'est-à-dire l'aggraver? Il n'y a pas d'impact. Si, ça peut, parce que par définition, l'endométriose, ça reste une pathologie œstrogénodépendante, c'est hormonodépendant. Quand on fait une stimulation ovarienne, on va induire on induit des taux d'hormones qui sont quand même plus élevés, supraphysiologiques. Donc ça peut, on a des patientes qui sont quand même plus douloureuses en cours de stimulation. Alors, justement, ça on le sait. Du coup, avant de stimuler entre guillemets une patiente qui a de l'endométriose, souvent on adapte notre protocole. C'est-à-dire qu'on va mettre un peu au repos les ovaires avant la stimulation, puisqu'on a démontré qu'après une mise au repos, que ce soit par une prise de pilule en continu en moins 4 semaines ou par des blocages un peu plus puissants, par exemple avec du décapeptyle, c'est vraiment des molécules qui induisent comme une mise au repos des ovaires assez profonde, on va dire, pendant quelques semaines avant la stimulation. On voit bien que ces patientes-là ont des stimulations qui sont mieux tolérées et du coup on adapte un peu nos prises en charge. Après moi je vais juste rebondir sur ce que tu as dit, parce que la question c'est est-ce que la stimulation peut faire flamber une endométriose, et est-ce que la question de flamber c'est est-ce que ça augmente des lésions ou est-ce qu'il y a des symptômes. Et en fait le problème il est surtout là, c'est-à-dire que comme vous le savez, la prise en charge médicale de l'endométriose elle consiste essentiellement à bloquer les cycles et donc à stopper les cycles, stopper les règles et stopper les douleurs. Donc à partir du moment où on va tomber dans un système de stimulation, on va modifier ses traitements, et donc on va se retrouver avec une femme qui va modifier son traitement avec lequel elle était, j'espère, bien avant. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a même un certain nombre de femmes qui ne veulent pas passer par des stades de tentatives de grossesse en cycle normal, non médicalisé, tellement elles ont peur d'arrêter les traitements. Alors, est-ce que l'opération d'une endométriose de stade 3 est forcément bénéfique pour la qualité ovocitaire? Pour la qualité ovocitaire. Alors, sinon, quels sont les bénéfices de alors pour la qualité ovocitaire, je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il y ait une amélioration de la qualité ovocitaire, puisque comme on l'a évoqué tout à l'heure, les ovocytes il peut y avoir un impact des kystes endométriosiques, mais la chirurgie des kystes va plutôt être néfaste, et les autres atteintes ne vont pas avoir d'impact direct sur la qualité ovocitaire. Donc la chirurgie qui va être envisagée pour un stade 3, elle peut avoir des effets très bénéfiques sur la fertilité, et même sur la fertilité naturelle, bien sûr. Mais pas parce qu'elle va améliorer la qualité ovocitaire, mais pour tous les autres mécanismes qu'on a évoqués tout à l'heure, qui vont pouvoir effectivement diminuer la fertilité, qu'on va essayer d'optimiser. Et là, on le sait clairement, il y a vraiment des études qui ont été démontrées, il y a une amélioration très nette de la fertilité naturelle après une chirurgie lourde. Le seul problème, c'est qu'il faut passer par la chirurgie lourde avec tout ce que ça peut avoir comme conséquences, comme effets secondaires, comme complications, etc. C'est ça. Est-il possible d'être irrémédiablement stérile à cause de l'endométriose ou pas? La stérilité définitive à cause de l'endométriose. Alors, déjà le mot stérilité, ça, je n'ai pas trop employé ce mot. On va dire que l'endométriose sévère peut avoir un vrai impact sur la fertilité. Après, une infertilité on va dire définitive, c'est difficile de le dire. C'est difficile de le dire. Après, par différents impacts, on a vu que souvent il y a des réserves ovariennes qui sont plus diminuées. Ça va dépendre déjà de l'âge, parce qu'on sait que la qualité ovocitaire, on parle beaucoup d'endométriose et qualité ovocitaire, mais ça finalement, c'est pas ce qu'il y a de plus établi. Ce qu'il y a de plus établi, c'est vieillissement physiologique ovarien, c'est-à-dire l'âge et la qualité des ovocytes. Donc je pense que l'âge est hyper important quand on pose ce genre de questions. Ça va dépendre de ça. Après, je pense que peut-être que l'objet de la question, c'est plus est-ce que des endométrioses peuvent induire des problèmes de fertilité absolus, c'est-à-dire je crois que je vais aider Jade. Je crois qu'on n'ose pas le dire, on n'a pas envie de le dire. Il y a quand même malheureusement quelques cas d'échec. On ne veut pas le dire, on se bat contre, mais ça peut arriver. Et c'est aussi pour ça que c'est dû à l'endométriose. Il y a aussi que maintenant, les femmes qui ont des atteintes d'endométriose grave peuvent avoir accès à la préservation ovocitaire, justement parce que l'endométriose peut diminuer beaucoup la fertilité, mais on est aussi dans une société où on essaye de faire des enfants plus tard, donc il y a d'autres problèmes qui se surajoutent à l'endométriose.
Donc c'est pour moi la place de la préservation ovocytaire. Est-ce que c'est l'endométriose seule ou si c'est le fait que dans nos sociétés, on commence à envisager de faire des enfants après 35 ans, où on sait déjà qu'indépendamment de l'endométriose, il pourrait y avoir des soucis, et que tout ça combiné, malheureusement, il peut arriver qu'une femme n'arrive pas à avoir d'enfant. Heureusement, ça reste quand même très rare, et les techniques ont énormément évolué. Mais c'est pour moi la raison pour laquelle on impose quand même à des femmes jeunes de faire une préservation ovocytaire. Alors une question pratique, on demande, c'est quoi une endométriose adhérentielle? Alors dans les mécanismes de l'endométriose, c'est la localisation ailleurs que dans l'utérus d'un tissu qui est comparable à l'endomètre, qui est la muqueuse de l'utérus. Ça veut dire que c'est un tissu qui, tous les cycles, va être stimulé et va saigner. Donc ce tissu est à un endroit où il ne devrait pas saigner, il va créer une inflammation, et donc c'est pour ça que la femme va avoir des douleurs pendant les règles. Mais cette inflammation, elle va créer une réaction du corps qui va créer des nouveaux tissus. J'ai pour habitude de parler de l'exemple des gens qui sont brûlés. Quand vous brûlez la main, vous voyez bien ces tissus qui sont là, qui sont rétractiles, et c'est la même chose dans le ventre. Ça veut dire que c'est des nouveaux tissus qui vont apparaître et qu'on appelle des adhérences, parce qu'en fait, ils vont se retrouver à accrocher les différents organes les uns aux autres. Donc c'est ça, les adhérences, ou le pelvis adhérentiel, et c'est un des principaux problèmes dans la fertilité. Alors une question qui est à mon avis pour Jeanne, c'est une question sur MatriSlam. Est-ce que c'est bénéfique dans le cadre d'une FIV ou pas, et peut-être d'une endométriose Alors, c'est clair, on s'écarte un peu du sujet, mais MatriSlam, alors on va expliquer déjà ce que c'est, je pense. En gros, c'est un test qu'on préconise lorsqu'il y a des échecs d'implantation. Qu'est-ce que c'est qu'un échec d'implantation? C'est un couple pour lequel on a pris en charge en FIV, il y a eu plusieurs transferts d'embryons sans grossesse, d'accord, des embryons qui ne se sont pas accrochés. Et habituellement, donc, on prescrit des bilans, ce qu'on appelle d'échecs d'implantation un peu complets, c'est-à-dire qu'on va rechercher des troubles de la coagulation sanguine, des troubles endocriniens, on peut faire une hystéroscopie, aller voir s'il n'y a pas une cause mécanique à ces échecs. Et il y a des examens, je dirais, je ne sais pas si je peux les définir ainsi, mais de seconde ligne, comme par exemple le test MatriSlam, où là on est plus sur une analyse de l'environnement immunitaire au niveau de l'endomètre. On fait une biopsie de l'endomètre, on envoie le prélèvement, il nous rend un résultat en à peu près 2 semaines. Alors, il peut y avoir plusieurs cas de figure, il peut y avoir des états d'hyperactivation, de sous-activation immunitaire, et on pense que dans l'endométriose, probablement sur ce que je disais tout à l'heure, et notamment avec l'adénomiose, il doit y avoir probablement un impact à ce niveau-là. Donc, moi personnellement, le test MatriSlam, je le prescris assez souvent, et j'adapte mes protocoles en fonction. Et l'endométriose fait partie, beaucoup de mes patientes que je prends en charge ont de l'endométriose, donc je prescris le MatriSlam pour ces patientes. Alors est-ce que c'est bénéfique spécialement pour l'endométriose? Je ne pense pas, je pense qu'il faut généraliser plutôt les indications. Ça te permet de personnaliser vraiment ton protocole. Ouais. Alors une question plus généraliste sur l'endométriose, quels sont les symptômes qui doivent alerter les femmes? On va essayer de faire assez simple. Le symptôme le plus fréquent et quasiment constant, ce sont des douleurs pendant les règles. Le plus souvent, ces douleurs, elles apparaissent dès les premières règles et elles ont tendance à se majorer dans le temps. Ce sont des douleurs qui vont pouvoir créer de l'absentéisme scolaire, qui vont parfois empêcher les gens d'aller travailler. Ça, c'est la première chose. Pour évoquer l'endométriose utérine, c'est aussi souvent associé à des règles abondantes. Ça, c'est les 2 grands points liés aux règles. En dehors des règles, l'autre point d'appel, c'est vraiment les douleurs pendant les rapports sexuels. Il n'est pas normal pour une femme d'avoir des douleurs pendant ses rapports sexuels, que ce soit au début de la pénétration, que ce soit pendant l'acte ou que ce soit après l'acte. Et donc la première des choses qu'il faut évoquer, c'est l'endométriose, et il ne faut surtout pas que les femmes hésitent à en parler à leur gynécologue, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas forcément évident de faire des diagnostic d'endométriose. Et puis comme l'endométriose, elle peut être complètement polymorphe, après il y a plein d'autres symptômes. L'endométriose, elle peut être évoquée malheureusement un peu plus tard lorsqu'on rencontre des troubles de la fertilité. Et donc c'est tout l'intérêt du travail du docteur Rad. Ça peut être aussi des douleurs qui sont liées au transit. Ça peut être aussi des douleurs qui sont liées à la miction, ou plus généralement des douleurs abdominales, mais souvent ce sont quand même des douleurs qui sont liées au cycle, en tout cas dans un premier temps. Est-ce que le poids a une conséquence sur l'endométriose ou pas? Alors, sur l'endométriose en soi, je ne pense pas. Par contre, sur la fertilité, oui.
Oui, oui. Ça joue sur plusieurs paramètres, hein. Ça joue sur la qualité des ovulations. Souvent, les patientes en surpoids, elles ont des troubles de l'ovulation. Donc d'ailleurs, c'est la première chose qu'on demande, hein, chez les patientes, notamment qui ont d'autres facteurs, des syndromes des ovaires polykystiques, dans un contexte de surpoids. On demande souvent, on insiste vachement là-dessus. On est un peu chiant. Je sais que les patientes, on est un peu chiant, c'est vrai, sur ça, mais parce qu'on sait que ça a un impact direct en fait après sur la qualité des cycles et sur les ovulations. Je pense que c'est plus par rapport à la poids et fertilité la question. Après, il y a aussi poids et FIV, où là, c'est mécanique, c'est-à-dire que le surpoids, l'absorption des traitements est moins bonne, donc les patientes répondent moins bien aux stimulations. Et la ponction d'ovocytes, les échographies sont toujours un peu plus difficiles quand je parle du surpoids un peu, de l'obésité par exemple. Et là, il y a vraiment un impact. Après, poids et endométriose, je ne sais pas. Alors, poids et endométriose, pas à ma connaissance. Par contre, alimentation et endométriose, là pour le coup, on sait qu'il y a un lien très net. Heureusement, voilà, ça commence à se savoir. On commence vraiment à travailler, à pouvoir diffuser de plus en plus les régimes anti-inflammatoires, etc., qui peuvent être très bénéfiques sur l'endométriose. Et comme dans plein d'autres choses, avec l'étude des microbiotes, etc., on commence à savoir aussi que ça joue sur la fertilité et donc sur les succès des prises en charge en PMA quand on en arrive jusque-là. Est-ce que l'endométriose favorise l'endométrite ? Non, il n'y a pas de... Alors, peut-être je ne comprends pas bien la question. En fait, l'endométrite, c'est l'inflammation de l'endomètre. Alors, effectivement, tout à l'heure, on a parlé de peut-être diminution de la nidation lors de la fécondation à cause de l'endométriose par une réaction inflammatoire péritonéale. Mais ça n'est pas ça qu'on appelle une endométrite. L'endométrite, c'est vraiment une entité médicale d'une inflammation et plus généralement aussi dans le cadre d'une infection de la muqueuse de l'endomètre qui est indépendante de l'endométriose. Il y a quelques très rares cas exceptionnels où on a des infections, des trompes à cause de lésions d'endométriose qui peuvent descendre dans l'utérus, mais c'est vraiment une niche et je crois que la vraie réponse à la question c'est non. Oui, je pense qu'après le fond de la question c'est aussi maintenant dans les bilans de fertilité, comme tu disais très bien, on croit de plus en plus que le microbiote et l'environnement endométrial sur ce versant-là est très important et souvent on fait des biopsies d'endomètre, même au cours des hystéroscopies, quand on fait des bilans de fertilité, qui reviennent avec un diagnostic. Donc je peux comprendre une patiente qui reçoit un diagnostic comme ça, un compte rendu qui peut être un peu bizarre, de voir marqué endométrite chronique. C'est une entité vraiment à part. Je pense que c'est peut-être ça. Alors c'est peut-être ça l'endométrite. Je pense que le fond de la question doit être ça. Si on parle fertilité, c'est plus ça. Et là, souvent, il y a des protocoles d'antibiothérapie qui sont mis en place. Et on pense que le but, c'est de réduire l'inflammation et éventuellement améliorer la nidation de l'implantation. Mais il n'y a pas encore de corrélation faite entre cette endométrite chronique et l'endométriose. Non, je ne pense pas. Mais voilà, on évolue beaucoup là-dedans, donc peut-être ça va évoluer. Est-il possible d'avoir de l'adénomiose sans endométriose ? Oui. Alors, l'adénomiose, il y a quand même deux adénomioses. Il y a l'adénomiose de la femme jeune et l'adénomiose de la femme après 40 ans, qui sont deux pathologies qui, sur le plan histologique, ça veut dire microscope, sont les mêmes, mais qui, sur le plan de l'évolution, ne sont pas du tout les mêmes. Je commence par celle qui nous intéresse probablement pas ce soir, qui est l'adénomiose de la femme après 40 ans. Et ça, il faut l'imaginer comme si juste la muqueuse de l'utérus, l'endomètre, elle déteignait sur le muscle, le myomètre, et elle va générer des saignements. Donc ça, c'est la première question. L'autre, qui sont des lésions dans l'utérus, qui sont très localisées, qui peuvent se mettre sous forme de boules, qu'on appelle des adénomiomes, qui sont parfois externes, le plus souvent en arrière de l'utérus, sur des zones que les femmes endométrieuses connaissent bien, qui s'appellent le torus. On peut avoir des lésions d'adénomiose isolées. On sait néanmoins que chez ces femmes jeunes, dans 40% des cas au moins, il y a des lésions d'endométriose péritonéale qui sont associées. Justement, pour rebondir sur la question, dans quel cas est-il recommandé d'opérer une adénomiose en parcours de FIV ? Alors en parcours de FIV, ce serait vraiment dans le cadre d'adénomiome, c'est-à-dire d'une gêne technique à l'implantation, à l'expansion d'une grossesse, à l'implantation d'un embryon. Ce serait un peu dans le même cadre que les fibromes qui gêneraient, c'est-à-dire si mécaniquement cette boule que tu décrivais pourrait gêner l'accroche d'un embryon. À mon sens, ouais. C'est quasiment c'est très rare. Ouais. C'est très rare. Le plus fréquent dans l'adénomiose, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, une adaptation des protocoles avec on essaie de réduire au maximum cette activité néfaste sur l'endomètre, par exemple par des blocages, par exemple par des transferts, peut-être que ça viendra dans les prochaines questions,
par des replacements d'embryons qu'on appelle différés, stratégie de freeze-all, c'est-à-dire que l'embryon est congelé, puis replacé 1 voire 3 mois plus tard, après avoir vraiment mis au repos l'utérus. Je pense que c'est l'adénomiose, c'est intéressant. Les prises en charge de PMA sont plutôt adaptées sur le plan médical pour l'adénomiose. Il y a très peu de solutions chirurgicales à l'adénomiose. Peut-on améliorer la qualité ovocytaire avec une bonne alimentation, des suppléments alimentaires, du sport, etc. ou pas? Parce que la qualité ovocytaire. Ça, c'est vraiment une très bonne question. Je pense qu'il y a vraiment déjà une grande part d'incertitude. Alors je sais qu'il y a beaucoup maintenant, il y a des suppléments, des compléments alimentaires qui sont vendus pour essayer d'optimiser, des antioxydants. Il y a notamment la DHEA aussi, je pense qu'on commence à en parler pas mal, surtout on en prescrit beaucoup aux États-Unis, qui a pour vocation d'essayer d'augmenter, pareil, améliorer un peu la qualité, améliorer le stock folliculaire, la réserve ovarienne. Honnêtement, sur l'alimentation et la qualité ovocytaire, je ne pense pas qu'il y ait vraiment un lien. Enfin, on en est aux prémices. En fait, on en est aux prémices. On commence tout juste à maîtriser les notions de microbiote et de l'impact que l'alimentation peut avoir sur notre vie, et que ce soit pour, à mon avis, que ce soit pour la prise en charge de l'endométriose, que ce soit pour la folliculogénèse, que ce soit pour l'apparition de cancer, toutes ces choses-là. En tout cas, il est démontré dans le cadre de l'endométriose et quand même globalement de la fertilité en cycle naturel d'endométriose que d'avoir une bonne qualité de vie, que de maintenir une activité sportive et une alimentation dite saine, je mettrai tous les guillemets qu'il faut là-dedans, améliore la fertilité en cycle naturel. Oui. Que faire en cas de retard de règles et d'absence d'ovulation? Qu'est-ce qu'il faut faire? Allez voir le docteur Rad. Non, Pardon. Je vais donner ma carte. Voilà. Non, mais après, absence d'ovulation, alors c'est retard de règles, alors c'est absence de règles. Absence de règles, oui. Et du coup, alors là, on parle dans le cadre des problèmes d'ovulation, donc il y a des traitements efficaces. Déjà, il faut essayer de comprendre pourquoi il y a des problèmes d'ovulation. On va commencer par des bilans, on va faire une échographie, on va essayer de monitorer un cycle. On va faire des dosages hormonaux pour essayer de voir, alors, est-ce que c'est un problème d'ovulation lié à une insuffisance ovarienne, c'est-à-dire qu'il y a un stock ovarien, un capital ovarien qui est de plus en plus diminué, et du coup, il y a de moins en moins d'ovulation, ou bien c'est des problèmes d'ovulation liés au contraire à des stocks folliculaires qui sont en excès, notamment dans les ovaires micropolykystiques, où là il y a quand même des traitements assez efficaces qui existent, donc que ce soit par des inducteurs de l'ovulation, que vous connaissez, je pense, le Clomid, que ce soit par des stimulations ovariennes, où là l'objectif c'est d'aller recruter un follicule puis l'accompagner jusqu'à l'ovulation en faisant des monitorages, que ce soit lié à un surpoids par exemple, ce que je disais tout à l'heure, une diminution du poids significative peut améliorer les ovulations. Ou une activité sportive. Ou une activité sportive, effectivement. Mais si on revient sur le sujet de ce soir qui était la fertilité et l'endométriose, dans l'endométriose, il n'y a pas normalement... peut-être avec les endométriomes, peut-être avec, enfin ce que je disais tout à l'heure, mais c'est pas honnêtement. Et c'est généralement qu'il y a des soucis ovariens associés. Oui, ce n'est pas clairement établi. C'est pas règle dans l'endométriose. Oui. Alors ça c'est une question assez technique. Que pensez-vous du test SIBIO pour le microbiote et l'endométriose? Le test SIBIO, SIBIO. Alors je rentrerai pas là-dedans parce que comme je vous l'ai dit, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Pour l'instant, il y a un certain nombre de laboratoires qui développent des tests, qui à l'issue de ces tests vendent très cher des compléments alimentaires. Pour l'instant, il y a quand même peu de support scientifique à ça. Donc autant vraiment je défends la part de l'alimentation et des régimes et je pousse vraiment mes patientes à essayer de moduler leur alimentation, quitte à être accompagnée pour essayer de voir s'il y a des choses où on ne peut pas jouer. Autant je ne donnerai aucune opinion aujourd'hui parce que on en est aux prémices, j'y crois, mais pour l'instant, il y a vraiment peu de valeur scientifique et probablement aussi certains labos qui s'enrichissent sans qu'il y ait de vraie valeur scientifique. Donc du coup, il n'y a pas de complément alimentaire particulier à conseiller ou il y en a des à conseiller Alors à conseiller, moi je ne me lancerai pas à conseiller, non, mais il y en a effectivement, il y en a beaucoup qui sont disponibles, ce que tu disais. Alors, moi, sur les compléments alimentaires, non, je pense qu'il faut pas en conseiller. Je pense que quand on en est à modifier son alimentation, d'abord modifier son alimentation sans avoir à investir, c'est déjà la première des choses. Et après, si on est tenté de le faire, essayer d'être objectif et essayer pendant 1 ou 2 mois
tel ou tel type de complément. Et s'il n'y a pas de bénéfice, ça ne sert à rien de se ruiner. Je crois qu'on est un petit peu, là pour l'instant, on manque encore un peu de données. Une dernière question, parce que là ça fait 45 minutes. Ah d'accord. Ça passe très vite. Attends, je finis juste pour dire que justement on a prévu de faire un autre live avec une diététicienne en début d'année justement pour essayer de répondre un peu plus sur l'alimentation. Je fais de la pub comme ça, c'est bien. Alimentation et endométriose. Ouais, alimentation et endométriose. Juste une dernière question aussi, c'est sur justement la taille de l'endomètre fin. Oui. Est-ce que c'est justement un souci pour tomber enceinte ou pas? Oui, l'endomètre, il y a plusieurs aspects, c'est-à-dire l'endomètre fin en cours de FIV ou en temps normal, en général. En fait, il faut se méfier. Il y a l'endomètre fin parce que la patiente était sous traitement, donc il faut sortir hors traitement. Alors là, c'est en ayant eu une synéchie. Voilà. Oui, ça peut avoir un impact bien sûr sur la fertilité. Parce que l'endomètre, si vous voulez, pour qu'il y ait une nidation en embryon, pour qu'il s'implante, il faut qu'il y ait une bonne imprégnation en oestrogène, donc un endomètre qui s'épaissit correctement. Donc oui, ça peut avoir un impact. Et après, sur cette question précise, qui n'est pas que sur l'endomètre, parce que là, la question, c'est l'endomètre avec une synéchie. Ça veut dire que s'il y a une synéchie, ça veut dire qu'il y a une cicatrice dans l'utérus. Ça veut dire qu'il y a très probablement déjà eu un geste dans l'utérus. Et donc, pourquoi est-ce qu'il y a eu ce geste? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu une fausse couche qui a nécessité un geste? Est-ce que c'est parce qu'on était dans le cadre d'un bilan de fertilité? Donc il y a aussi probablement la première raison qui va se surajouter à des risques potentiels. On a fini? Le live est terminé. Est-ce que vous voudriez dire un dernier mot pour les auditeurs qui vous regardent? C'était un bel exercice. J'espère que vous serez indulgents. C'était un peu difficile, mais c'était très intéressant. J'espère qu'on en fera d'autres. Je pense que c'est très très intéressant. Enfin, c'est interactif, c'est très sympa. Moi, je pense que le côté nutrition, endométriose, c'est vrai qu'on est désolé, on n'a pas pu répondre à vraiment. Enfin, moi personnellement, je n'ai pas pu répondre à ces questions. Mais je pense qu'il faut qu'on se penche vraiment sur le sujet parce que c'est de plus en plus remis d'actualité. Merci de faire la promo, t'es top. Et non, on regrette ça. Bon, et écoutez, bonne soirée à toutes alors. Bonne soirée. Au revoir.